Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Philippe Plaza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Eiffage Immobilier, l'un des acteurs majeurs de la promotion immobilière en France. Alors justement, Philippe Plaza, à propos de neuf, y a-t-il une reprise de l'activité? Alors, parler de reprise serait exagéré. Je voudrais rappeler que nous parlons de logements collectifs neufs en promotion immobilière. Et donc, sur ce type de marché, il y a deux segments. Il y a le segment des investisseurs et le segment des utilisateurs. Donc, je pense qu'il faut quand même bien distinguer ces deux segments. Sur le marché des investisseurs, nous avons, il est vrai, connu un trou d'air au premier semestre 2013, dû à la mise en place naturelle de la loi du flot et ses adaptations au fur et à mesure des premiers mois de l'année. Et il est vrai que depuis l'été, depuis cette rentrée, nous connaissons un petit succès, un petit frémissement sur ce type de marché. Donc en ce sens, on peut parler d'une mini-reprise. Sur le marché de l'accédant pour lui-même, là le marché est plutôt stable puisque nous sommes à peu près sur des volumes équivalents à ceux de l'année dernière. Et je pense que c'est dû aux taux d'intérêt qui sont relativement bas encore, même si ces taux d'intérêt ont connu une petite augmentation au mois de septembre de 0,10%, le marché reste relativement stable. Tout ça pour finir sur une année 2013 qui va être néanmoins en diminution de l'ordre de 20%, puisque je pense que l'ensemble de la profession va réaliser 80 000 logements, c'est-à-dire 20% de moins que l'année dernière. Voilà, donc c'est un marché qui reste encore vif, mais qui connaît quand même des diminutions. D'accord. En matière de prix, comment évoluent les prix, justement? Alors, face à ce volume qui baisse de l'ordre de 20%, nous avons bien évidemment la production qui continue et une offre qui commence à augmenter. C'est un premier inflexion que nous n'avions pas connu depuis plusieurs années. Et 2013, comme pour les taux d'intérêt, est un point d'inflexion qui reprend les volumes vers le haut. Donc c'est quelque chose que nous surveillons comme le lait sur le feu, puisque bien évidemment, il est hors de question que nous constituions des stocks. Bon, ce qui est très surveillé aussi par nos banques, puisque vous savez que pour lancer un programme en promotion immobilière, il faut pré-commercialiser et que pour pouvoir faire des ventes, il faut une garantie financière d'achèvement pour nos acquéreurs, ce qui est tout à fait naturel. Et donc le taux de pré-commercialisation fixé aujourd'hui par les banques est de l'ordre de 40 à 50%. Donc soit le programme adhère à la clientèle et prend, et à ce moment-là nous lançons le programme, soit il ne prend pas et nous n'avons pas un seuil de pré-commercialisation suffisant et nous ne lançons pas. Donc on a vu cette année quelques programmes se retirer de la vente faute de succès commercial en pré-commercialisation. D'accord, donc une grande prudence là-dessus de la promotion immobilière. Alors, maintenant, pour le particulier, qu'il soit investisseur ou accédant ou primo-accédant, pas d'augmentation de prix dans le neuf? Non, alors là, on n'est plus du tout sur le régime des augmentations. On a connu une variation entre 0 et 5%. Là aussi, il faut éviter de trop généraliser, ça dépend des endroits. L'Île-de-France est plus soutenue que les régions. Voilà. Mais on est sur une légère stabilisation, voire une petite régression des prix au travers d'offres promotionnelles que vous voyez dans la presse. Mais il n'y a pas de rupture comme nous avions pu en connaître dans les précédentes crises immobilières. Alors Philippe Plaza, quelles sont selon vous les clés prioritaires pour relancer tout de même cette activité du marché et puis relancer aussi la construction au manque de logements en France? C'est vrai, donc on manque terriblement de logements en France. Il y a une volonté politique affirmée à tous les niveaux de l'État pour construire des logements. Les collectivités nous poussent à construire des logements. C'est quoi la clé? C'est le foncier. Il est bien évident que pour construire un immeuble, il faut un terrain. Nous savons tous que l'État possède, les collectivités possèdent, les aménageurs possèdent beaucoup de surfaces qui ne sont pas toujours compatibles avec la construction de logements. Donc c'est la première des mesures qu'il faut prendre, c'est libérer du foncier. Et libérer du foncier à des conditions économiques acceptables par les promoteurs. C'est-à-dire tenant compte de ce que je viens de citer, c'est-à-dire la stagnation, la légère diminution des prix de vente, donc des prix de foncier. Deuxième modèle qu'il faut trouver pour relancer la construction, c'est stabiliser la fiscalité immobilière. Vous avez vu les différents régimes sur les plus-values changer 3 fois dans l'année. Bon, ce n'est pas de nature à créer la confiance. Donc, stabilisons la fiscalité immobilière à tout niveau et nous créerons la confiance et nous retrouverons des clients. D'accord. Et puis, peut-être un autre point? Un troisième point, je dirais faire revenir les grands investisseurs institutionnels. On a vu que la baisse des particuliers sur le marché de l'investissement
peut-être que nous pourrions, au niveau de l'État, tous ensemble, travailler avec les grands assureurs, les assureurs vie, qui ont beaucoup d'argent à placer et qui pourront en placer une partie dans l'immobilier de logement, ce qu'ils ont abandonné ces 20 dernières années. Peut-être que s'ils revenaient au travers de différents cercles juridiques, fiscaux favorables pour ce type d'investissement, pour ces grands investisseurs, nous trouverions du logement à produire à des conditions économiques acceptables. D'accord, alors à propos justement d'investissement, pourquoi et comment investir aujourd'hui dans le dispositif Duflot et y a-t-il des secteurs porteurs ? Oui, alors je voudrais rappeler quand même que nous parlons d'immobilier. Donc l'immobilier est au cœur du patrimoine des ménages français depuis des années et doit le rester parce que c'est une constitution pour sa retraite d'un patrimoine qui va leur servir. La fiscalité n'est qu'une cerise sur le gâteau. Donc il faut investir en immobilier d'abord parce que l'emplacement, le produit, voilà. Donc ça constitue son patrimoine. Après, la loi Duflot permet encore une fiscalité avantageuse puisqu'elle va permettre de déduire de son impôt. Donc ça reste une bonne loi. Elle a été mal comprise, peut-être mal préparée au départ, mais aujourd'hui elle fonctionne et c'est pour ça qu'on revoit d'ailleurs des investisseurs revenir sur ce segment. Donc il faut investir en immobilier, il faut investir en Duflot pour son patrimoine et pour défiscaliser. Où ça ? Alors, où ça ? Alors, il y a des territoires, je dirais là où la demande locative est la plus prégnante. Donc on investit toujours un appartement pour pouvoir l'utiliser. Il faut toujours penser, alors que ce soit pour soi-même, mais que ce soit aussi pour son locataire. Et donc il est important d'acheter un bien immobilier là où la demande locative est la plus importante. Bon, chacun sait que c'est en Île-de-France où la pression immobilière est la plus forte, donc je conseillerais d'acheter en Île-de-France. Bon. Mais il y a aussi les grandes métropoles régionales qui souffrent des mêmes maux, les grandes villes dans tout le territoire, dans toutes les régions. Et aussi on peut, maintenant que le secteur, vous savez, la loi Duflot est segmentée en différentes zones A1 bis, A, B1, B2, là où le B1 est maintenant stabilisé. Qu'attendez-vous de la loi ALUR, accès au logement et l'urbanisme rénové, qui va être discutée de nouveau cette semaine au Sénat ? Tout à fait. Alors la loi ALUR, elle a déjà fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Je dirais qu'il y a deux choses dans la loi ALUR. Il y a la partie qui régit les rapports entre propriétaires et locataires et qui fixe certaines obligations aux administrateurs de biens. Cette partie-là me laisse un peu circonspect. L'enfer est pavé de bonnes intentions et il faut faire attention à ne pas trop encadrer parce que lorsque on veut trop encadrer, trop fixer des choses, on sait que ça bloque le marché et donc là, ça serait la pire des choses. Donc il faut plutôt redonner confiance aux propriétaires pour pouvoir louer son appartement et ne pas fabriquer des choses trop complexes. On a besoin de simplicité et de stabilité dans ce type de créneau. Vous avez peur que l'encadrement des loyers décourage notamment des investisseurs ? Et oui, puisque d'autant plus qu'on nous annonce ça pour 2016, donc on ne sait pas. Enfin voilà. Donc il y a un effet d'attente universelle des loyers pour la bulle aussi. Voilà. Donc bon, c'est pas très sain parce que on ne sait pas où on va et on veut trop encadrer. Donc là, je préconiserais un dialogue entre les propriétaires, l'État, pour trouver un chemin intermédiaire qui permettrait, tout en encadrant, de laisser une certaine liberté au propriétaire de son appartement. Sinon, on va vers le blocage. L'autre partie de la loi ALUR est, à mon avis, plus favorable pour nos métiers, puisqu'elle concerne plutôt l'urbanisme. Alors, elle est plus technique, donc on en a moins parlé, mais notamment, elle restreint la possibilité à des personnes de faire des recours sur nos permis de construire. Et vous savez que là, les recours sur les permis de construire, c'est un véritable cancer de l'immobilier aujourd'hui en France. Le cas de Marseille est souvent cité. Il y a des milliers de logements qui sont en attente dans les tribunaux, souvent sur des recours infondés. Donc là, cette loi ALUR va pouvoir permettre de pénaliser ceux qui font des recours abusifs, et ça, c'est très bon. L'urbanisme de projet, voilà, la gouvernance des intercommunalités, tout ça va dans le bon sens et je pense permettra de la fluidité du marché. Philippe Plaza, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.